Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer à décrypter toutes les nouvelles informations et toutes les nouvelles théories découlant des secrets de Dumbledore. Vous le savez, depuis la sortie du film, nous nous sommes lancés dans une analyse en profondeur de tout ce qui touche à ce troisième opus de la saga des Animaux Fantastiques. Après avoir exploré plusieurs thématiques comme la relation fraternelle entre Albus et Aberforth, les relations entre Grindelwald et le nazisme ou encore la vérité au sujet de l'identité d'Aurelius Dumbledore, nous avons fait le choix aujourd'hui de revenir sur la question de la nature de la relation liant Gellert Grindelwald et Albus Dumbledore, car on y lit un peu tout et n'importe quoi en ce moment, et il semble pour le coup nécessaire de remettre un peu en perspective certains éléments importants, à la fois des crimes de Grindelwald, puis des secrets de Dumbledore, mais aussi des reliques de la mort, qui viennent évidemment mettre en perspective de manière on ne peut plus évidente certaines problématiques résidant au cœur même de cette relation. Alors, on arrête tout de suite ceux qui seraient tentés de dire que parce qu'on ne souscrit pas à une thèse de l'amour fou, nous serions homophobes ou on ne sait quoi. Ce n'est absolument pas le cas, et si vous êtes tenté de prêcher ce genre de débilité après avoir écouté notre vidéo, votre place est plus dans un hôpital psychiatrique, sur Twitter en l'occurrence, mais clairement pas sur cette chaîne. Notre propos n'est absolument pas de remettre en cause des relations homosexuelles ou l'amour homosexuel ou on ne sait quoi. Notre but est bel et bien d'explorer les relations qui unissent les deux hommes, qui est nettement éloigné du fantasme ou même de l'obsession nourrie par certains fans au sujet d'Albus Dumbledore et de Gellert Grindelwald. Nous avions déjà dans certaines vidéos fait part de nos doutes sur cette relation et sur le fait que nous n'avions franchement pas du tout l'impression que ce couple était entre guillemets sur la même longueur d'onde ni dans la même vitesse de sentiment. Nous allons donc tenter dans cette vidéo de fouiller à la fois dans le passé des deux jeunes hommes mais aussi dans la manière dont cette relation a évolué des deux côtés. On sait bien que dans le monde magique, les choses finissent rarement bien et que l'amour demeure quelque chose de particulièrement difficile à acquérir. De plus, dans cette histoire, on sait que la finalité de l'histoire est bien sombre et que chacun des deux protagonistes finira sa vie seul, l'un dans une prison, l'autre à la direction de Poudlard. Il n'y aura donc absolument pas de happy ending, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, Rita Skeeter, au cœur de Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, sous-entendait de manière on ne peut plus évidente qu'Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald avaient été peut-être davantage que des amis. Dans le même tome, Albus Dumbledore ne met pas du tout de côté cette hypothèse, mais se n'épanche pas sur le sujet, plus que ça, bien au contraire, et on peut comprendre cette volonté d'avoir une certaine pudeur vis-à-vis de Harry Potter. Il aura fallu attendre la tournée promotionnelle de ce 7e et avant-dernière aventure de Harry Potter pour que J.K. Rowling confirme bel et bien effectivement l'homosexualité de Albus Dumbledore. Beaucoup d'ailleurs à l'époque se sont émus du fait que l'homosexualité de ce dernier n'était pas au centre du récit. C'est juste un peu oublier que l'histoire de Harry Potter est l'histoire d'un groupe d'adolescents plongés dans une école où la sexualité par nature n'a pas nécessairement sa place et encore plus dans des livres traditionnellement classés comme étant de la littérature jeunesse. Il n'y avait franchement aucun intérêt à aborder le sujet de la sexualité, qu'elle soit d'ailleurs hétérosexuelle ou homosexuelle, ce que fait très bien J.K. Rowling. De plus, que Dumbledore soit gay ou non ne change absolument rien à quoi que ce soit dans l'histoire et ne change absolument rien le fond de cette histoire qui est celle de la Seconde Guerre des Sorciers et donc de la lutte contre Voldemort. Qu'il soit homosexuel ou pas, le résultat est exactement le même. Cependant, Harry Potter et les reliques de la mort permet d'avoir une première vision de la relation qui unit Grindelwald à Albus Dumbledore. Grâce au récit retranscrit probablement très partiellement par Rita Skeeter dans Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, on apprend la manière dont ils se sont rencontrés. Et afin de comprendre ce à quoi nous assistons dans les Animaux Fantastiques et notamment dans les secrets de Dumbledore, il nous semble nécessaire de faire un bref retour en arrière pour bien comprendre la manière dont tout s'est déroulé du début jusqu'à la fin de cette histoire. En 1899, le monde ne le sait pas encore, mais il est prêt à connaître le plus grand tremblement de terre de toute son histoire. Deux jeunes hommes qui ne se connaissaient pas et n'avaient aucune raison de se rencontrer sont sur le point effectivement de faire connaissance. Et cette rencontre va venir bouleverser l'équilibre du monde entier sans que personne ne comprenne comment cela est-il arrivé. En 1899, Gellert Grindelwald débute son année scolaire à l'Institut d'Armstrong, dont la réputation n'est déjà entre nous franchement plus à faire. On sait que cet institut a des méthodes d'enseignement bien différentes de celles de Poudlard, avec notamment une inclinaison particulièrement prononcée pour la magie noire. Grindelwald baigne donc dans cet environnement en permanence, mais il va même bien plus loin, bien plus profondément dans les
tréfonds en fait de cette magie noire. Depuis son entrée dans cette école, on sait que Gellert Grindelwald a su rassembler autour de lui un aérophage de suiveurs et d'étudiants qui sont dévoués totalement à sa cause. Grindelwald se dote même d'un signe quelque part de ralliement, celui des reliques de la mort. On ignore exactement à quel moment arrive son obsession d'ailleurs pour les reliques, ni par quel biais. Cela serait quand même peut-être intéressant de s'y pencher éventuellement pour une prochaine vidéo, mais nous y reviendrons. La scolarité de Grindelwald est une scolarité on ne peut plus brillante, elle est même majestueuse si on nommait le fait qu'il a tendance à dépasser de manière régulière toutes les limites d'une école qui déjà les pousse relativement loin et en tout cas bien plus loin que Poudlard. Aux alentours de ses 16 ou 17 ans, Grindelwald va une fois de plus violer le règlement, mais cette fois-ci d'une manière si grave que même Durmstrang ne pourra pas le garder en son sein. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, on sait juste qu'il s'est livré à des expérimentations dangereuses qui ont apparemment blessé les élèves et qui n'étaient absolument pas acceptable. On sait que, même après son départ, la marque des reliques de la mort continuera à briller et personne n'osera évidemment enlever le symbole de ce jeune sorcier, pas tout à fait comme les autres, qui aura marqué d'une empreinte particulière l'Institut Durmstrang. On peut finalement y voir d'ailleurs une certaine analogie entre l'histoire de Lord Voldemort et celle évidemment de Poudlard. Bref, le fait est que Gellert Grindelwald est condamné à quitter l'Institut et va se réfugier chez une grande tante assez célèbre du nom de Bathilda Tourdesac, qui est une historienne de la magie particulièrement reconnue. Par le plus grand des malheurs, Tourdesac est installé, vous le savez, au sein de Godric Hollow, ce village bien connu de la communauté magique, même s'il ne comporte pas d'ailleurs que des sorciers et compte de nombreuses familles de moldus qui y sont installées et qui y vivent. Pourquoi Gellert Grindelwald arrive-t-il à Godric Hollow? Aucune idée, nous n'avons jamais entendu parler à ce stade de ses parents, de frères ou de sœurs qui pourraient exister. La seule famille que nous lui connaissons, c'est donc Bathilda Tourdesac. En réalité, notre théorie, et nous n'avons à vrai dire absolument aucun doute sur sa véracité, c'est que Gellert Grindelwald est arrivé à Godric Hollow pour se lancer sur la quête des reliques de la mort. Il faut se rappeler en effet que lors de la visite de Harry Potter et de Hermione Granger au cimetière de ce petit village britannique, ils remarqueront qu'une tombe porte effectivement le symbole des reliques. Il s'agit bien évidemment de la tombe d'Ignotus Peverell, l'un des frères du célèbre comte figurant dans les contes de Biddle Bard. Sa tombe est ornée d'ailleurs du symbole des reliques de la mort et Harry ne le sait pas, mais c'est évidemment l'un de ses aïeuls. En bonne historienne de la magie, il est impossible que Bathilda Tourdesac soit passée à côté d'une information pareille. Il y a donc de grandes probabilités que Grindelwald soit venu pour examiner, entre guillemets, de plus près cette tombe et la tombe évidemment de ce personnage devenu ensuite légendaire avec effectivement ce symbole des reliques de la mort. La quête des reliques de la mort demeure complexe et la tombe d'Ignotus Peverell est donc le seul point véritable de départ pour toute personne qui souhaite pouvoir suivre à un moment ou à un autre cette piste. On ignore ce qu'il est advenu des sépultures des deux autres frères qui de plus n'ont a priori eu aucune descendance contrairement à Ignotus qui lui a eu une descendance jusqu'aux enfants de Harry Potter selon nos connaissances et peut-être même après. La problématique c'est que une fois à Godric Hollow, le jeune Grindelwald doit s'ennuyer ferme car il ne doit pas avoir grand chose à faire une fois la tombe scrutée sous tous les angles. C'est ainsi que rentre en ligne de compte notre deuxième protagoniste du jour, à savoir Albus Dumbledore. Tout comme Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore est un élève extrêmement studieux, très intelligent, mais globalement nettement moins habitué à violer le règlement de l'école. Dumbledore excelle dans tout et tout le temps à Poudlard. Il est perçu comme étant l'un des élèves les plus intelligents et possédant l'une des magies les plus puissantes depuis des générations au sein de cette école. Albus Dumbledore est devenu presque une bête de concours, bien qu'encore étudiant à Poudlard. Il a déjà reçu plusieurs prix pour des articles prestigieux, publiés dans des revues prestigieuses elle également, notamment en ce qui concerne la métamorphose, domaine dans lequel il semble exceller plus que dans les autres. Albus Dumbledore n'a rien sur le papier en commun avec Gellert Grindelwald, si ce n'est de l'ambition, mais placé à un stade totalement différent de celle de Grindelwald. À Poudlard, Albus ne se fait remarquer a priori que pour ses talents de sorcier et ses capacités d'apprentissage phénoménales. Il n'y a pas de fait majeur sur son passage à Poudlard, si ce n'est qu'il se montre très à l'écoute et attentionné vis-à-vis des élèves qui ne sont pas nécessairement comme les autres et qui en souffrent parfois, comme ce fut le cas par exemple pour Elphias Dodge. Cette dimension assez ouverte, qui est celle de Dumbledore vis-à-vis de tout ce qui est jugé comme étant différent, n'a rien de très original. On savait dès Harry Potter qu'il s'agissait de l'une finalement de ses caractéristiques principales. En apparence, tout allait donc pour le mieux, mais en réalité on sait que les choses étaient beaucoup plus compliquées que cela dans la famille Dumbledore. Sans revenir nécessairement sur l'histoire de la famille, car nous en avons déjà parlé à de très nombreuses reprises, la situation de sa sœur Ariana et notamment sa santé sont des éléments particulièrement préoccupants au quotidien.
enfin pour à peu près toute sa famille. Mais Albus Dumbledore, lui, vit quelque peu dans une forme de déni du sujet, peut-être d'ailleurs pour fuir tristesse et mélancolie ou pour fuir sa propre incapacité à régler la situation. Il est concentré uniquement sur ses études, sur les mystères de la transmutation, sur les mystères de la métamorphose, bref, sur tout ce qui peut révéler de certains mystères magiques. Albus Dumbledore est sur une voie royale, avec un parcours académique des plus honorables et même au-delà. Seulement, dans ce paysage presque parfait, si on ose dire, il ne faut pas oublier que le monde magique peut parfois se montrer particulièrement cruel et mettre à mal bien des ambitions. En l'occurrence, vous le savez, Albus Dumbledore va en faire véritablement les frais avec d'une part la mort de sa mère suite à une crise un peu incontrôlable de l'Obscurus parasitant Ariana, puis ensuite avec la mort de sa jeune sœur quelques mois plus tard dans le contexte et pour les raisons que nous connaissons tous. Mais nous allons nous arrêter à la période faisant immédiatement suite à la mort de Kendra Dumbledore, où Albus Dumbledore, tout juste âgé de 18 ans, va devoir assumer sa place d'aîné, donc désormais de chef de famille, prenant ainsi en charge son plus jeune frère à Belfort et évidemment Ariana. Son retour à Godric Hollow ne faisait absolument pas du tout, mais alors pas du tout partie de ses plans, et pourtant le destin va le pousser à remettre à plus tard tous ses rêves de gloire et ses ambitions académiques pour veiller sur ce qu'il reste de sa famille. Cette situation ennuie profondément Albus Dumbledore, au fond parce qu'on ne va pas se le cacher, il avait vraiment d'autres volontés et d'autres ambitions pour sa vie. D'autant que malheureusement, il sait en plus pertinemment qu'il ne peut pas faire grand chose pour Ariana dont les jours sont probablement comptés et que là pour le coup il se retrouve dans une situation complète et totale d'impuissance que l'on peut imaginer comme étant quand même une situation très difficile à vivre. Mais finalement, cet été va être pour le coup plus intéressant qu'il ne l'imaginait au début et c'est ainsi que le destin du monde magique va basculer. Il fit la connaissance de Gellert Grindelwald au début de l'été, très vite une alchimie s'est installée, dans un premier temps sur un plan philosophique, puis sur un plan politique. Ils ont bien compris, tous les deux, qu'ils étaient différents des autres sorciers, et par différents, osons le mot, ils se sentent supérieurs à tout le monde. Comme de tête brûlée, ils vont se retrouver sur de très nombreux sujets. Le sujet politique, d'une part, avec cette volonté commune de mettre fin au Code international du secret magique qui vient écraser la communauté du monde magique et laisse les Moldus faire à peu près tout et n'importe quoi. Autre sujet, plus philosophique, mais qui est perçu comme un moyen permettant de réaliser cet objectif politique, est la question des reliques de la mort. On ne sait pas qui des deux protagonistes a lancé le sujet en premier, ou s'ils étaient déjà tous les deux dans une logique de passion pour cette légende. Le fait est que tous les deux recherchent un moyen de se procurer ces reliques. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons vers la vidéo d'ailleurs que nous avons sortie sur la place des reliques de la mort dans la saga des animaux fantastiques où vous trouverez absolument tous les renseignements à ce sujet. Le fait est que tous les deux veulent absolument de toute façon avoir accès au pouvoir et donc à la nomination des deux mondes, soi-disant pour le plus grand bien, ça, là-dessus, vous le savez. Au-delà de cette alchimie philosophique et politique, naît effectivement aussi une relation amoureuse. Mais on ne sait pas exactement à quel moment, et en l'occurrence, il s'agit quand même pour le coup d'un véritable point de questionnement qui a en plus quand même une importance absolument capitale pour la suite. Il faudrait sur ce point que J.K. Rowling apporte peut-être quelques éclairages pour compléter cette histoire. Cependant, on est en mesure d'affirmer que c'est à partir de ce moment-là que les choses dérapent clairement. On sait de manière très claire que de véritables dissensions vont très vite se faire jour dans les approches ô combien différentes qui sont celles de Grindelwald et de Dumbledore. Si sur le fond ils sont relativement d'accord les uns avec les autres, en l'occurrence ils ont aussi de très nombreux points de désaccord sur la manière d'arriver à leur fin. Si Gellert Grindelwald est partisan d'une approche violente, et disons-le aussi clairement dictatoriale et guerrière de la prise de contrôle des deux mondes, Albus Dumbledore, lui doux rêveur qu'il est, veut y arriver par la négociation et avec le moins de violence possible. Comme souvent, il tente de faire confiance à l'intelligence collective pour peu que cette dernière existe, ce qui reste quand même largement à démontrer entre nous. Le côté utopique d'Albus Dumbledore ne rencontre franchement pas, et c'est le moins que l'on puisse dire, beaucoup d'écho dans les positions de Grindelwald. Grindelwald, qui est plus réaliste et moins rêveur que Dumbledore, c'est lui que sans violence, il n'y aura jamais de réalisation véritable de ses plans. Grindelwald a en lui une dureté, une violence que Dumbledore n'a jamais eue. Cela tient probablement à l'éducation qu'ils ont reçue tant par leurs parents que par l'éducation scolaire également qu'ils ont suivi. Quand on vient de Durmstrang, on est nécessairement plus enclin à utiliser des méthodes un peu plus radicales. En l'occurrence, Grindelwald sait forcément qu'Albus Dumbledore peut à la fois être autant un atout qu'un inconvénient dans sa stratégie. Grindelwald, qui est un homme pour le moins intelligent et même particulièrement malin, comprend très rapidement qu'il faudra trouver des solutions pour contourner ce problème qui est à la fois également un atout. Leur relation amoureuse naissante est donc à regarder sous un prisme déjà un brin particulier. On est loin d'un amour classique d'adolescent, on pénètre dans un champ pour le moins beaucoup plus complexe
complexe, dans la mesure où se lie à la fois sentiment, stratégie, politique, engagement philosophique, sans compter aussi la dimension familiale pour Albus Dumbledore qui a, rappelons-le, charge d'âme. Si Albus Dumbledore croit dans sa capacité, et ses écrits le prouvent, à faire changer Grindelwald et à le faire évoluer vers des méthodes plus pacifiques, ce n'est en réalité pas du tout le cas et il mettra bien longtemps à le comprendre et à l'intégrer. Albus Dumbledore semble être un romantique. Rien d'illogique à cela, ça colle au personnage. Il a toujours cru plus que tout dans les valeurs de l'amour et dans sa puissance magique à nul autre pareil. Seulement, Albus Dumbledore n'est pas tombé sur un autre jeune homme romantique. Bien au contraire, Grindelwald fait partie de ces gens pour qui la fin justifie les moyens, pour qui les limites ne sont faites que pour être franchies. Il est d'ailleurs tout à fait probable que Grindelwald ait utilisé aussi dans cette relation, si fort entre guillemets, un autre de ses talents, plus méconnu mais tout aussi dangereux. Il s'agit bien évidemment de sa capacité à manipuler toute personne croisant sa route. Grindelwald est un politique et un populiste qui plus est. Il sait manipuler les foules et les esprits comme personne. Ceci explique d'ailleurs pourquoi il aura réussi à constituer dès son arrivée à Durmstrang une troupe de suiveurs dévoués et donc par nature prêts à tout pour lui et pour servir ses intérêts. De notre côté, nous sommes absolument persuadés, sans l'ombre d'un doute, et la suite de l'histoire ne fera d'ailleurs que nous donner raison, que Grindelwald a toujours eu des sentiments bien différents de ceux d'Albus Dumbledore. Alors attention, on ne dit absolument pas que Grindelwald n'a jamais eu l'ombre d'un sentiment amoureux pour Albus Dumbledore, absolument pas. Mais il n'était juste pas situé au même niveau, ni à la même densité, ni à la même intensité. Grindelwald, en réalité, on le voit bien par la suite, est un solitaire dans l'âme. Il n'a besoin de personne pour suivre son chemin et se diriger donc vers son destin. Mais, paradoxalement, il est aussi pleinement conscient de ses limites et du fait qu'Albus Dumbledore pourrait un jour ou l'autre devenir un élément très gênant dans sa stratégie. Il faut donc, encore une fois, contourner effectivement le problème et trouver une solution pour éviter cela. Vient alors l'idée du pacte de sang. On ne sait pas exactement quand ce pacte de sang a été réalisé. La seule certitude, c'est qu'il a été réalisé à partir du moment où apparaissaient les premières distensions entre les deux jeunes hommes et dans un laps de temps allant jusqu'à la mort d'Ariana Dumbledore. La question de la temporalité de la constitution de ce pacte de sang n'a, à vrai dire, en l'occurrence pas une immense importance. Car, peu importe la date, les éléments de sa constitution ont pour le coup la même résonance sans tenir compte d'une temporalité particulière. On sait que ce pacte de sang est en quelque sorte semblable, ou tout du moins dans la même logique que le serment inviolable que l'on découvre dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Il y a donc une dimension très importante dans cet acte que nous voyons à l'occasion d'un utile flashback dans Les Crimes de Grindelwald, le second volet du titre de la saga des Animaux Fantastiques. On voit bien que ce flashback est à l'initiative, de manière évidente, de Gellert Grindelwald et qu'Albus le réalise, certes de son plein gré, mais dans une dimension qui diffère largement du positionnement au même moment qui est celui de Gellert Grindelwald. Les visages de l'un et de l'autre ne reflètent absolument pas la même expression, l'un est contraint par emprise, l'autre est le receveur du pacte, ce qui explique pourquoi Grindelwald l'avait en permanence à ses côtés. Ce qu'il s'est passé ensuite autour de la question d'Ariana et de son état de santé ne va faire en réalité qu'empirer les choses et condamner finalement toute relation. On sait que Gellert Grindelwald va quitter Godric Hollow le lendemain matin à l'aube suivant la mort d'Ariana Dumbledore et ne remettra plus un pied en Grande-Bretagne. Il abandonne donc du jour au lendemain Albus Dumbledore. On demeure pour le coup quand même très loin de la relation amoureuse au sens strict du terme. De son côté, Albus Dumbledore, quant à lui, doit gérer la mort de sa jeune sœur et en plus le départ de Gellert Grindelwald dont il était, lui, pleinement amoureux. Encore une fois, nous ne le remettons absolument pas en cause, il va sans dire. Le déroulement de cette relation éclair, qui aura duré en réalité bien moins de 2 mois, donne déjà le ton au final de cette relation. Une relation déséquilibrée avec d'un côté un Albus Dumbledore amoureux et sous l'emprise d'un autre jeune homme qu'il admire profondément et à qui il semble donner raison sur de nombreuses choses. Et de l'autre côté, un Gellert Grindelwald qui a peut-être des sentiments, et on dit bien peut-être, mais les montre dans une dimension tout à fait différente qui relève à notre sens plus d'un pervers narcissique que d'un amoureux transi. Car comment expliquer que Grindelwald prenne la fuite sans même se retourner alors que Dumbledore vit l'une des pires heures de toute sa vie? Comment expliquer que Gellert Grindelwald ne reviendra jamais en Angleterre voir Albus Dumbledore par la suite? Comment expliquer que Gellert Grindelwald soit à ce point détaché de ce qu'il arrive au Dumbledore? Enfin, comment expliquer ce pacte de sang comme si la confiance ne suffisait pas? Probablement parce que de son côté il n'y avait pas d'amour, ou alors dans une dimension pour le moins très différente de celle d'Albus Dumbledore. Pendant plus de 35 ans, les deux amants ne vont donc plus du tout se revoir. On passe donc dans une dimension où deux existences se séparent et empruntent des chemins bien différents. En l'occurrence, on sait que Grindelwald va continuer à bâtir sa légende, à construire sa marche vers le pouvoir. On peut aussi imaginer qu'il va continuer à rechercher les reliques de la mort tout en butant sur la question
notamment de la pierre de résurrection, mais aussi sur celle de la cape d'invisibilité, ce qui, au final, ne doit pas être si grave pour lui, sachant que la relique qu'il convoitait le plus était bien évidemment celle de la baguette de Suro pour sa puissance supposée. Vous savez que nous avions toujours eu un petit doute sur la véracité des légendes autour de cette baguette et de son réel pouvoir qui n'a jusqu'à présent pas été nécessairement plus démontré que cela. Dumbledore, lui, de son côté, a de très nombreux fers au feu. Tout d'abord, organiser quelque part son deuil d'Ariana, puis le départ de Godric Solo quelque temps plus tard. A priori, ni Albus ni Aberforth Dumbledore ne souhaitaient demeurer dans une maison familiale, synonyme de malheur et témoin de tant de souffrance, et ça peut se comprendre. On sait qu'Albus Dumbledore va dans un premier temps beaucoup voyager, partir à la découverte de l'Europe, rencontrer notamment Nicolas Flamel, puis ensuite revenir à Poudlard, apparemment dans un poste d'enseignant en défense contre les forces du mal, dans un premier temps avant de passer peut-être à la métamorphose quelques années plus tard. En plus du deuil d'Ariana Dumbledore, il est nécessaire aussi pour lui de faire le deuil de sa relation avec Gellert Grindelwald, car pour le coup nous n'avons aucun doute sur le fait que l'abandon qui est celui de Grindelwald l'a fait beaucoup souffrir. Un peu plus tard, et peu de temps avant les événements du premier volet des Animaux Fantastiques, on est en droit de penser et d'imaginer qu'en effet il commence à surveiller les activités de Grindelwald avec plus d'insistance que par le passé. Lui connaît les secrets et ambitions de ce personnage et donc sa dangerosité pour l'équilibre du monde des sorciers, pour sa sécurité et aussi pour le sort du monde des Moldus auquel, on le sait, Dumbledore est quand même particulièrement attaché depuis longtemps. Pour nous, il s'agit d'une période allant grosso modo de 1920 à 1926 où Dumbledore va en profiter pour créer ses propres réseaux d'influence, ses propres réseaux d'information, ses courroies de transmission, en se fixant pour objectif premier de surveiller Grindelwald, puis de tout faire pour l'arrêter le moment opportun. La difficulté pour Dumbledore, c'est qu'il sait être lié par un pacte de sang bien encombrant et qui a pour principale conséquence de le bloquer dans sa volonté de stopper ou de raisonner Gellert Grindelwald. On observe dès lors, encore une fois, la problématique de ce pacte de sang qui est inégalitaire en réalité. Ce pacte de sang, prétendument fait dans les deux sens, n'a en réalité été fait que dans une seule logique, celle de faire en sorte que Dumbledore ne s'attaque pas à Grindelwald. Quel aurait été l'intérêt pour Grindelwald de s'attaquer à Dumbledore? Dumbledore voulait aller nettement moins loin que Grindelwald et était quelqu'un de beaucoup plus raisonnable. Il ne représentait donc aucunement un danger qui aurait justifié une attaque quelconque dans ce sens. On demeure là aussi, encore une fois, sur une forme de manipulation habilement mise en œuvre par un Grindelwald qui, plus que n'importe qui, sait parfaitement utiliser les faiblesses de ses adversaires. À partir de 1926, Albus Dumbledore va évidemment prendre le contrôle des opérations contre Grindelwald tout en restant à saine distance, évidemment, de l'ennemi. Nous sommes alors dans le premier volet des Animaux Fantastiques où le monde entier court après Grindelwald. Tout le monde lui court tellement après que ce dernier se dissimule sous les yeux du monde entier au sein même du Congrès magique des États-Unis d'Amérique, le célèbre MACUSA. L'histoire, vous la connaissez évidemment, mais on notera quand même une certaine proportion chez Dumbledore, comme dans Harry Potter, à toujours mettre en œuvre des stratégies impliquant tout un tas de personnes, en l'occurrence Norbert Dragono, plutôt que de s'impliquer directement dans l'affaire. Dans le premier volet, Dumbledore n'apparaît pas et nous n'avons donc aucune espèce de vision de la manière dont il se comporte et de la manière dont il traite l'épineuse question de ses relations avec Grindelwald. C'est surtout dans les crimes de Grindelwald que nous allons revenir sur cette relation et sur le trouble qui habite Dumbledore et l'habite même pour le coup grandement. Le monde magique sait désormais que Grindelwald est une menace bien plus importante que tout ce que l'on pouvait imaginer. Le ministère de la magie britannique et plus globalement toute la communauté magique internationale, en tout cas la partie opposée à Grindelwald, sait pertinemment qu'il faut un grand sorcier, quelqu'un de doté de pouvoirs magiques prodigieux pour le vaincre. C'est ainsi que le nom de Dumbledore s'impose en réalité à tous. Seule problématique, c'est que Albus Dumbledore refuse, non pas qu'il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas. Il le dit lui-même aux représentants du ministère de la magie britannique venus le voir à Poudlard sur ce sujet. Cependant, il n'explicite absolument pas le pourquoi il ne peut pas, qui demeure donc un mystère pour tout le monde. Alors certaines autorités, ou tout du moins certaines personnes au ministère de la magie, ont bien compris qu'il y avait une dimension pour le moins personnelle à cette volonté de ne pas s'engager. Ont-ils eu des informations? Ont-ils déduit certaines choses? Tout est possible naturellement, en tout cas rien n'est confirmé à ce stade. Mais c'est la scène dans le miroir du Rizel qui va venir apporter un éclairage tout à fait nouveau. Alors, sur le miroir du Rizel, il nous semble nécessaire de faire une mise au point, car les connaissances données dans le livre, puis les connaissances données dans l'adaptation cinématographique des Harry Potter ne sont pas totalement les mêmes. Pour beaucoup, le miroir du Rizel ne se contente que de montrer notre désir le plus cher au monde, le plus profond. En réalité, Albus Dumbledore démontre dès Harry Potter à l'école des sorciers avoir une maîtrise beaucoup plus profonde que cela du miroir. Rappelons-le, il est en capacité par exemple de dissimuler la pierre de résurrection. Le miroir est un objet magique d'une très grande puissance que seul Dumbledore semble savoir maîtriser à ce point, a priori tout du moins en l'état actuel de nos connaissances sur le sujet. Se limiter uniquement à la dimension première du pouvoir contenu dans
le miroir du Riséd peut amener à des interprétations tout à fait différentes et qui peuvent être franchement contradictoires. Dans les crimes de Grindelwald, Albus Dumbledore se sert du miroir comme s'il s'agissait en réalité de sa pensine, vue largement d'ailleurs dans Harry Potter. Il semble être en capacité de projeter ses visions et le miroir semble en effet en capacité donc de montrer des souvenirs. Alors attention, on le répète et on ne le répétera jamais assez, on ne dit absolument pas que Dumbledore ne désire pas voir Grindelwald dans ce miroir et que ce n'est pas son désir le plus cher. On analyse juste la manière dont la scène est construite en nous montrant la constitution du pacte de sang qui est donc un retour en arrière. Encore une fois, on voit bien que ce souvenir est quelque chose de douloureux pour Albus Dumbledore, Dumbledore s'en veut et se sent profondément coupable de cette situation et de cette terreur de jeunesse. De plus, on peut imaginer pour Albus Dumbledore la difficulté de devoir porter un tel secret seul et sans pouvoir en faire part à qui que ce soit. Dumbledore, comme à son habitude, même s'il est très entouré, demeure une personne très solitaire et qui n'a jamais confié l'entièreté de ses turpitudes et de ses sentiments, tout comme d'ailleurs de son histoire. Dumbledore est un être humain qui accepte cette part si particulière de son humanité. Les reflets que l'on perçoit dans le miroir du Riséd sont donc une manière finalement de nous montrer que les événements n'ont pas été aussi heureux ou aussi romantiques qu'on le pense. Ces scènes viennent d'ailleurs démontrer aussi bien les failles d'un personnage érigé en lieu et place d'un véritable dieu dans Harry Potter que remettre également en perspective au final tout ce qui sépare Grindelwald et Dumbledore aujourd'hui. Il faut dire que les chemins empruntés, même s'ils se sont croisés à un moment donné, n'ont en réalité jamais été symétriques ou parallèles. Ils furent surtout antinomiques si on enlève quelques détails autour effectivement de quelques sujets prêtant à controverse lors des événements de Godric Solon en 1899. Quant à Grindelwald, dans ce second opus des Animaux Fantastiques, on voit bien que le personnage lui n'est pas du tout dans la nostalgie vis-à-vis de Dumbledore. On ne voit en effet absolument aucune séquence qui pourrait nous laisser penser le contraire. On voit qu'il arbore à plusieurs reprises effectivement le pacte de sang et qu'il cherche d'ailleurs dans son évasion à tout prix du Makusa à le conserver, mais pas pour des raisons sentimentales, tout simplement car cela constitue en fait une sorte de gilet pare-balles magique lui permettant donc d'assurer sa défense. Lors de la bataille du cimetière du Père-Lachaise, dans le mausolée des Lestrange, Teddy, le nifleur de Norbert Dragono, va réussir à subtiliser très habilement le pacte de sang à Grindelwald. On aurait pu penser d'ailleurs qu'une fois de retour à Normandgarde, Grindelwald ferait une réflexion à ce sujet, mais bien au contraire, il ne dira rien, mais se contentera en réalité de créer une arme destinée à tuer Albus Dumbledore, dans le genre relation amoureuse, vous noterez quand même qu'on pourra repasser. Les crimes de Grindelwald mettent donc en lumière pleinement cette dimension tragique d'un amour peut-être partagé fut un temps, mais à des niveaux bien distincts et surtout de manière tout à fait différente. Le tout engendrera une relation toxique, profondément malsaine et surtout malveillante vis-à-vis de celui qui est sous emprise et donc victime au final de Grindelwald. Dans les secrets de Dumbledore, ce sentiment ne va en réalité que faire se renforcer et on avoue que si nous avions déjà fait l'hypothèse d'une relation amoureuse bien plus que tumultueuse entre Albus Dumbledore et Grindelwald, on ne s'attendait absolument pas à voir apparaître de manière aussi claire cette relation toxique et profondément malsaine au cinéma, et pourtant cela a commencé dès la toute première scène du film. Alors on le dit au cas où, mais nous rentrons désormais dans une partie qui comporte de nombreux spoilers sur le troisième volet des Animaux Fantastiques. Si des fois vous n'avez pas encore eu la chance de le découvrir au cinéma, nous vous invitons à courir dès à présent dans le premier cinéma ouvert à côté de chez vous et à revenir ensuite terminer cette vidéo. Nous ne voudrions évidemment pas vous spoiler des parts trop importantes de ce film. La scène d'ouverture des secrets de Dumbledore est déjà en soi un premier mystère, car on ne sait pas véritablement s'il s'agit d'un souvenir que Dumbledore se remémore ou d'une forme de fantasme ou encore d'un rêve. Cette scène a-t-elle eu lieu? C'est une vraie question. Et d'ailleurs, dans le livre La magie du cinéma, paru aux éditions Gallimard Jeunesse, consacré spécifiquement aux secrets de Dumbledore, d'ailleurs vous le savez, c'est le seul livre entre guillemets qui sera édité sur les secrets de Dumbledore en plus du script du film qui devrait paraître lui normalement aux alentours, si tout se passe bien, du 19 juillet en Grande-Bretagne et on nous promet une date de sortie mi-août en France, mais pour l'instant ça reste encore pas confirmé. On nous dit en fait dans ce livre que cette scène n'est qu'un rêve, c'est-à-dire voilà un rêve imaginé par Albus Dumbledore, mais cette scène évidemment n'aurait a priori jamais existé dans la réalité et c'est vraiment quelque chose que Albus Dumbledore imagine. Donc là aussi tous ceux qui sont à dire ah oui mais cette scène elle est trop symbolique etc, elle montre l'amour qu'il y a entre deux, là en l'occurrence c'est pas le cas. Par contre elle montre effectivement quelque chose de très important, c'est que évidemment Albus Dumbledore lui est vraiment dans une dimension d'amoureux transi. Le fait est que nous retrouvons un Albus Dumbledore attablé dans un restaurant moldu situé à Londres, vraisemblablement à proximité de Piccadilly Circus. Dans cette scène on voit un Dumbledore attentif et qui attend Grindelwald qui finit par arriver peu de temps après. Le regard de Dumbledore ne trompe pas, il attendait clairement ce moment du côté de Gellert Grindelwald. Le regard là pour le coup est quand même tout autre. Si on peut y déceler un fond de sentiment et éventuellement dans un premier temps, en réalité
discuter au fur et à mesure des revisionnages des secrets de Dumbledore, on voit bien que Grindelwald sait d'emblée qu'il a le dessus dans ce rendez-vous, que Dumbledore est encore à sa merci et qu'il peut le manipuler encore, ou tout du moins tenter de le faire sans trop de difficultés. Il ouvre d'ailleurs assez rapidement le bal des hostilités en abordant très vite la question du pacte de sang, histoire de bien remuer le couteau dans la plaie, en expliquant qu'il s'était habitué à l'avoir avec lui. Comprendre que cette péripétie n'est pas tout à fait de son goût, car il comprend que cela rebat les cartes d'un point de vue stratégie militaire. Très rapidement, il prend l'ascendant en réalité dans cette conversation en amenant Albus Dumbledore à se justifier quelque part et à engager la conversation. Grindelwald va même aller plus loin en réalité, car il oblige Albus Dumbledore à se prononcer déjà sur un angle plus personnel, alors que l'on voit le pacte de sang agir finalement un peu comme un serpent, s'entourant autour de son poignet et de son avant-bras. Cette image, elle est très furtive, mais elle est quand même fortement intéressante et elle dit des choses quand même sur la relation qui sont un peu inquiétantes. Quand Dumbledore demande à Grindelwald de se libérer de ce pacte de sang, Grindelwald détourne le sujet évidemment. Ce n'est absolument pas dans son intérêt. Il sait Dumbledore puissant et n'a donc aucune raison de risquer un affrontement trop tôt contre lui. C'est un risque inutile qu'il ne souhaite pas prendre et il y a beaucoup trop à perdre dans ce cas précis, et notamment toute la stratégie vis-à-vis de la conquête de la Confédération internationale des mages et sorciers. Dumbledore le relance sur le fait que sa conquête du pouvoir et ses méthodes sont complètement insensées, ce qui est, entre guillemets, une très grosse erreur de sa part, car cela permet en fait à Grindelwald de prendre l'ascendant en remettant Albus Dumbledore devant ses responsabilités, en lui rappelant à juste titre qui plus est qu'il ne fait que suivre un plan qu'ils avaient décidé, théorisé ensemble à Godric Hollow. Quand Dumbledore prend l'excuse de la jeunesse, Grindelwald avance un pion supplémentaire en lui rappelant qu'il était engagé vis-à-vis de lui avant d'utiliser un nous dans cette relation à l'engagement. Le fait est que l'emploi de ce procédé en rappelant l'engagement d'abord d'Albus envers Grindelwald est quelque chose déjà de limite pervers et même franchement de très limite. Vraiment, nous, ça nous a choqués. Le nous est plus, on va dire, décoratif et renvoie davantage à cette alliance philosophico-politique plutôt qu'à un véritable couple qui n'a existé véritablement que dans les souhaits et désirs d'Albus Dumbledore. Grindelwald va pousser le bouchon plus loin quand Albus Dumbledore explique qu'il l'a suivi pour une raison bien particulière que Grindelwald fait mine d'ignorer. Évidemment, Dumbledore explique que c'est par amour. Le fait de jouer l'innocent démontre là aussi la dimension perverse d'un Grindelwald toujours prompt à prendre le dessus sur un Albus Dumbledore qui n'a jamais paru être aussi faible, aussi dominé par autrui. Grindelwald, en feignant de ne pas connaître les sentiments d'Albus Dumbledore, use de perversité, ça semble absolument évident. Et il va d'ailleurs balayer cette raison d'un revers de la main en expliquant que c'est une fausse excuse. À ce stade-là, il avance même physiquement vers Albus Dumbledore, le toisant du regard, le fixant et prenant presque le dessus, encore une fois au sens premier du terme. Grindelwald renvoie une fois de plus Dumbledore dans ses 22 mètres si on voulait faire une métaphore rugbalistique, en lui affirmant qu'il était bel et bien sur la même ligne idéologique que lui lors des événements de l'été 1899. Grindelwald, en plus de feindre d'ignorer les sentiments de Dumbledore et de jouer avec au passage, va même jusqu'à les renier si on n'est pas tombé dans la perversité et la toxicité. Franchement, on la frôle en tout cas très dangereusement. Grindelwald devient ensuite encore plus hautain, se livrant à un discours ouvertement anti-moldu, violent, et explique à Dumbledore qu'avec ou sans lui, il détruira le monde des moldus qu'il ose comparer à des animaux. Il explique aussi que Dumbledore ne pourra rien faire pour l'en empêcher, manière de dire en quelque sorte à Albus de rester loin de cette histoire, la menace est même à peine voilée. Grindelwald dévoile une partie de sa personnalité que nous ne connaissions pas encore tout à fait, sa violence mais aussi quelque part sa perversité. Alors certains disent que cette scène est très touchante. Pour notre part, nous la trouvons surtout très violente, tant par le fait d'ailleurs qu'Albus Dumbledore semble totalement dominé par un Grindelwald sûr de lui, que par les propos également qui sont tenus à cette occasion et qui mettent en lumière les déséquilibres en fait majeurs qui existent dans leur relation. On est loin d'un couple épanoui ou même d'un couple tout court en réalité. Nous faisons face à deux individualités, dont une qui est tellement détachée qu'on pourrait presque se demander s'il y a eu un jour ou l'autre un véritable attachement. Ça demeure quand même une question utile à poser. En tout cas, maintenant que nous savons que cette scène en réalité n'est qu'un rêve d'Albus Dumbledore, le moins que l'on puisse dire en fait c'est que Albus Dumbledore là aussi était quand même un petit peu dans une dimension un peu étrange. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il a imaginé donc cette scène dans son rêve en finalement reproduisant tout ce que Grindelwald en réalité lui a fait subir en termes d'humiliation, en termes finalement de domination et donc de manipulation. Et là pour le coup c'est assez finalement étonnant parce qu'on voit Dumbledore qui est très lucide quelque part
clair sur la manière dont se déroule cette relation à deux, mais montre aussi qu'il est totalement, entre guillemets, sous l'emprise de cette personne-là et que finalement, il ne se retrouve plus du tout en capacité de défendre ses propres intérêts et de se faire entendre, ou ne serait-ce même que respecter par son interlocuteur d'en face. Et ça, pour le coup, le fait de savoir que effectivement cette scène n'est qu'un rêve et qu'elle ne s'est donc jamais produite, en dit vraiment très long sur la manière dont Albus Dumbledore se comporte en réalité vis-à-vis de Grindelwald. D'ailleurs, dans la majorité du film, on voit Grindelwald poursuivre cette ambition de faire d'Aurelius une arme destinée à tuer Dumbledore. La dernière fois que l'on a réfléchi au sujet, avoir des sentiments amoureux pour une personne n'implique pas normalement de la tuer, mais nous nous faisons peut-être fausse route, mais en somme, quand on aime quelqu'un, on cherche pas à le tuer par amour, ça nous semble quand même une dimension un peu étonnante. Bref, une autre scène pour le coup que nous avions décryptée en long, en large et en travers est la scène qui se déroule à la tête de sanglier en présence d'Albus, Norbert et Thésée Dragono, où Thésée va enfin apprendre la vérité sur le pacte de sang et sa véritable nature. Quand le responsable du département des aurores interroge Dumbledore sur les raisons qui l'ont mené à constituer ce pacte de sang, il avance les termes d'arrogance et de naïveté notamment. Le terme de naïveté ne peut clairement que nous renvoyer à la fois à l'erreur de jeunesse monumentale commise par Albus Dumbledore, mais aussi au fait qu'il commence à se rendre compte que l'amour n'était peut-être qu'un sentiment illusoire, ou tout du moins à sens unique. Une preuve supplémentaire du fait que cette relation est décidément bien plus complexe qu'on aurait pu l'imaginer. Plus tard, à Nourmandgard, on assiste à une discussion mettant en scène Grindelwald et la somptueuse Vinda Rosier, qui observe Aurelius Dumbledore et son phénix. Lorsque Vinda Rosier, interprétée par l'impérial Poppy Corpituec, lui pose la question de savoir s'il pense qu'Aurelius sera toujours capable de tuer Dumbledore, Grindelwald explique que la souffrance d'Aurelius est son pouvoir. Il ne renonce absolument pas à tuer Dumbledore coûte que coûte, comme si cela était un préalable presque à toute action ultérieure. Rappelons d'ailleurs à ce propos que Grindelwald a des visions de l'avenir. A-t-il vu son destin ? Nul ne le sait. En tout cas, ce n'est pas l'amour qui retiendra sa main, c'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, quand Aurelius échouera finalement à tuer Albus Dumbledore de manière on ne peut plus éclatante, on verra un Grindelwald quand même contrarié en voyant Queenie Goldstein tenter de le rassurer, car il sait qu'Aurelius demeurera finalement sa meilleure chance, son meilleur atout pour tuer Dumbledore. Mais il voit ça vraiment comme étant une grosse erreur et quelque chose qui risque de lui coûter cher. Vient ensuite l'explication sur ce qui est arrivé à Ariana Dumbledore et la manière dont s'est déroulée en réalité la scène que l'on pensait connaître au travers du récit fait par Bathilda Tour-de-Sac par l'entremise de Rita Skeeter d'Envie et mensonge d'Albus Dumbledore. Dumbledore donne, et nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo de décryptage, une version un brin différente en réalité, mais qui ne change pas grand chose au récit. Grindelwald était bel et bien présent ce jour-là, et une fois de plus, il n'a pas fait preuve de beaucoup d'amour pour celui avec qui il était censé avoir des sentiments. Problématique quand même bien particulière, mais nous en avons déjà parlé ensemble dans une précédente vidéo, on ne va donc pas revenir dessus. Puis c'est là qu'arrive la scène de fin au bouton, avec toute cette turbitude et toute sa complexité, toute sa beauté aussi d'ailleurs quelque part, et aussi tout son drame. On pourrait passer des heures à regarder cette scène et à la décrypter, qu'on en resterait toujours un peu comme deux ronds de flanc en réalité, dans la mesure où d'une part on ne s'attendait pas à un tel duel aussi rapidement, entre parenthèses inutile d'ailleurs de crier à l'incohérence, ça n'en est pas une, encore une fois Rita Skeeter ne détient pas la vérité universelle, et d'autre part on ne s'attendait pas non plus à une telle intensité évidemment dans cette scène. Alors tout d'abord il y a la question du pacte de sang qui nécessitera une vidéo à part entière sur le sujet et sur laquelle nous n'allons pas nous appesantir dans cette vidéo, le fait est qu'il les détruit au grand étonnement de nos deux protagonistes. Dans le duel qui s'ensuit, le moins que l'on puisse dire c'est que le sentiment qui en ressort de prime abord, ce n'est absolument pas l'amour, mais plutôt la mort tout court. Là-dessus, il faut être très clair. Grindelwald tente en moins d'1 minute 30 de tuer Dumbledore à 4 reprises au moins à l'aide du sortilège Avada Kedavra. Alors que Dumbledore tente lui uniquement de le maîtriser et de se protéger. La bataille est âpre, elle est violente et Grindelwald ne fait absolument pas semblant. Il ne ménage absolument pas sa peine pour tuer un Dumbledore qui lui se retrouve à devoir contrôler et gérer de multiples sorts et contre-sorts à un rythme absolument effréné. Et c'est alors qu'intervient cette fin de bataille alors que le pacte de sang se fissure toujours de plus en plus. On voit Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald poser la main sur le cœur l'un de l'autre. Alors, cette scène, on l'a repassée 1000 fois en boucle. On l'a visionnée plusieurs dizaines de fois. Et nous sommes face à un très gros dilemme qui tient soit à une erreur pour le coup énorme de la production, soit à un message qui a été ultra mal interprété par de très nombreux fans, nous y compris d'ailleurs dans un premier temps. Tout tient en réalité à la question des battements de cœur que nous avons réécoutés puis réécoutés à différents volumes, différents types de diffusion audio avec différentes fréquences. Puis nous avons procédé à des comparatifs de battements cardiaques qui sont d'origine on ne peut plus incontestables et qui sont en provenance de sources
on ne peut plus médicale. À l'écoute et à la comparaison des deux bandes sonores de battements cardiaques, on s'aperçoit en réalité que ces battements n'ont absolument rien d'anormaux, bien au contraire. Alors là, on sait que certains vont nous détester. Et c'est pour cela que nous allons rentrer vraiment dans les détails techniques et médicaux pour expliquer ce raisonnement et pourquoi on prend cette position. Pardon pour les détails un peu techniques, mais il est obligatoire pour nous d'être le plus précis possible afin que nos propos ne soient pas mécompris. En réalité, les battements cardiaques sont toujours composés de deux bruits, intitulés B1 pour premier bruit et B2 pour second bruit. Le premier bruit correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, mitrales et tricuspides lors de la contraction du myocarde au tout début de la systole ventriculaire. Ce premier bruit est de tonalité plutôt sourde. Suit ensuite la systole. La systole, c'est la contraction du cœur avant l'arrivée du second bruit. Le second bruit correspond à la fermeture des valves sigmoïdes aortiques et le pulmonaire. Il est donc de tonalité plus haute et un petit peu plus sec que le B1 et donne ensuite l'entrée sur la phase de diastole qui est la période au cours de laquelle le cœur se relâche après s'être contracté dans la période de systole. Notons d'ailleurs que contrairement au B1, le B2 peut se reproduire en fonction de l'inspiration qui est celle du sujet, du patient, et n'indique donc pas de problématique particulière et ne constitue pas non plus une anomalie cardiaque. Ces phases se répètent dans une activité normale de manière tout à fait répétitive et non saccadée, comme après par exemple une activité sportive. En comparant ces séquences de B1, systose, puis B2 et diastole, on obtient exactement à très peu de choses près le même rythme cardiaque que nous entendons durant la bataille. Les différences tenant en réalité au fait que les sorties audio d'un cinéma ne sont pas du tout les mêmes que celles d'une échographie cardiaque par exemple. La qualité n'est vraiment pas du tout la même et là-dessus, bon, forcément, les sons apparaissent un petit peu différents. Si le sujet vous intéresse, on vous mettra d'ailleurs un extrait dans la description de ce type de séquence cardiaque et donc de cette ressemblance plus que troublante avec la scène dont nous vous parlions précédemment. Alors, partant de ce principe, deux solutions. Soit il s'agit de la bourde des bourdes, et le réalisateur n'a pas fait attention au moment du mixage sonore, et finalement, le rythme aurait dû être beaucoup plus accéléré pour illustrer des sentiments, soit c'est voulu. Dans la première hypothèse, donc, on sera contredit dans les prochains volets des Animaux Fantastiques. Il serait bon de refaire quelques petits passages en médecine élémentaire sur le sujet. Dans la seconde hypothèse, et vous verrez qu'elle est sérieuse, on peut penser qu'il s'agit en réalité d'une manière de dire que les sentiments qu'ils ont pu avoir à une époque, l'un pour l'autre, sont désormais révolus et enterrés, comme si la page se tournait une dernière fois dans la douleur. L'observation attentive des visages donne d'ailleurs aussi cette impression. Albus Dumbledore semble éprouver du dégoût pour Grindelwald. Regard totalement différent de celui qu'il avait lors de la scène d'ouverture, comme s'il réalisait que c'était franchement une erreur. Du côté de Grindelwald, on ne voit que de la haine et que de la colère. Bon, en même temps, il vient quand même d'essayer de tuer à 4 reprises, 5 si on tente la tentative ratée de Berlin, celui pour qui il est censé avoir des sentiments. Finalement, rien de très illogique. Cette seconde hypothèse demeure pour nous d'autant plus crédible car elle est appuyée aussi par une démonstration assez évidente et qui prend pour le coup tout son sens. Devant ces rythmes cardiaques, qui démontreraient qu'ils ne ressentent plus rien l'un pour l'autre, l'espèce de dimension miroir engendrée par le pacte de sang va se fissurer de plus en plus. C'est alors que Grindelwald prononce cette phrase pour le moins horrible. Et maintenant, qui va t'aimer Dumbledore? Phrase que nous avons déjà largement commentée dans nos vidéos d'analyse et qui est typique d'un pervers narcissique à qui on vient d'enlever toute emprise sur la personne qu'il imaginait posséder. C'est à ce moment-là que le pacte de sang se brise. Alors, attention, on ne dit pas que le pacte de sang se brise uniquement pour cette raison. Ça nécessite de notre côté encore quelques petites analyses et recherches documentaires et on reviendra avec une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là. Mais il est évident que cette séquence a un impact sur le pacte de sang. Un impact qui justifie le fait de passer d'un pacte fissuré à un pacte brisé. Surtout qu'il se brise après cette phrase, comme si Grindelwald venait de mettre fin à quelque chose. Sentiment d'autant plus appuyé que même Albus Dumbledore finit par lui dire sans le regarder qu'il est désormais seul. Comme si tout cela aussi était derrière lui désormais, même si on imagine évidemment que les choses sont bien plus difficiles pour lui que pour Grindelwald, qui a juste vécu une très grosse blessure. Terme, en tout cas d'ego. Bref, le fait est que de manière assez évidente, cette seconde hypothèse demeure pour le coup largement
explicable et démontrable. Cependant, et comme on veut être tout à fait honnête et le plus précis possible, on peut faire même une troisième hypothèse, celle du fait que leurs cœurs battent à l'unisson. Mais là aussi, on finit par revenir à la deuxième hypothèse, et les rythmes cardiaques, même synchronisés, ne démontrent aucun trouble rythmique. On est vraiment sur la poursuite normale d'un cycle cardiovasculaire avec un rythme sinusal on ne peut plus propre et on ne peut plus correct. Bref, vous l'aurez compris, tout n'est pas aussi simple dans cette relation. Encore une fois, loin de nous l'idée de dire qu'il n'y a pas eu d'amour entre les deux. On dit juste que les sentiments n'étaient pas les mêmes et surtout pas placés au même niveau. Cette relation est toxique, malsaine et l'un est sous l'emprise de l'autre. D'où le fait qu'on a quand même un peu de mal avec le fait de trouver cette relation mignonne ou touchante alors qu'elle démontre clairement qu'Albus Dumbledore est pour le moins un personnage totalement sous emprise d'un pervers narcissique de haut vol qui prend un grand plaisir à manipuler sa proie et à se jouer de l'emprise qu'il sait détenir sur Albus. Tous les ingrédients d'une relation malsaine, toxique et destructrice sont là. Il n'y a rien de mignon. C'est un peu comme venir nous expliquer que le film polonais qui s'appelle 365, sorti il y a quelques années, était une formidable histoire d'amour alors que ça commence apparemment par un kidnapping. Bref, Dumbledore est la victime de Grindelwald. Il ne faut pas craindre ce terme. Il ne peut pas y avoir de fin heureuse dans une relation aussi empreinte de manipulation et de stratégie qui va en l'encontre des intérêts de l'une des deux parties. Dans un couple, ça ne fonctionne pas comme ça. Reconnaître à Albus Dumbledore ce statut de victime du pervers narcissique qu'est Grindelwald, c'est aussi quelque part lui rendre sa liberté pour lui permettre d'être plus libre pour le traquer et pour le combattre. Dumbledore retrouve donc désormais sa liberté, ce qui n'est pas nécessairement une étape, attention, évidente à passer, il va s'en dire pour lui, mais de manière assez évidente, dans la scène à Brooklyn où on voit à la fin que son pas est beaucoup plus décidé, car débarrassé de toute nostalgie en la matière, on voit bien que le personnage est en train de faire sa mue. Si Grindelwald a eu vraiment des sentiments à un moment ou à un autre pour Albus Dumbledore, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils auront été extrêmement mal placés, mal exprimé et surtout particulièrement néfaste en réalité. On a franchement beaucoup de mal à imaginer qu'un véritable amour entre les deux ait pu exister. L'amour peut provoquer la haine, bien entendu. Ce sont deux sentiments souvent très exacerbés et qui par définition se répondent souvent l'un à l'autre. Mais il faut quand même bien se rendre compte que dans l'intrigue des Animaux Fantastiques, ça fait déjà 8 années que Grindelwald cherche à tuer Albus Dumbledore. Ce n'est franchement pas ce qu'on appelle une relation très très saine. Ils ne s'apportaient pas du tout le même intérêt et pas du tout le même amour. C'est pour ça que quand on entend des fans dire cette relation est trop mignonne, ça nous interpelle un peu. C'est pareil, ça nous interpelle aussi beaucoup quand on lui dit oui, mais il paraît que dans une scène coupée, on voit Grindelwald qui ferait éventuellement un bisou dans le cou à Albus Dumbledore. Et quand bien même, ça ne changerait absolument rien. On ne dit pas que Grindelwald n'est pas amoureux d'une part d'Albus Dumbledore, mais surtout on le dit et on le répète, Grindelwald est un pervers narcissique. Et que Grindelwald s'amuse à se jouer des sentiments d'Albus Dumbledore, c'est ce qu'on voit sur toute la durée du film, et notamment sur cette scène d'ouverture où quand même on en arrive à un stade où Grindelwald renie le fait finalement que Dumbledore est presque été amoureux, en tout cas il ne lui accorde que très peu cette place-là, ça semble quand même déjà quelque chose d'assez étrange, et surtout on voit très bien qu'il se joue mais complètement de lui et en le maltraitant. Encore une fois, il n'y a rien de mignon dans ce genre de relation et ce n'est pas entre guillemets être homophobe ou on ne sait quoi que de noter qu'effectivement il y a un déséquilibre profond dans cette relation-là, qu'il y a quelque chose qui clairement ne va absolument pas, mais vraiment absolument pas, entre Albus Dumbledore et Grindelwald, et que cette relation malsaine et toxique provoque évidemment des désagréments à l'un et l'autre des parties, en l'occurrence plutôt, vous l'aurez compris, Albus Dumbledore. Il faut vraiment sortir entre guillemets de cette espèce de logique extrêmement malsaine où on continuerait finalement à se dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que finalement il n'y a pas tant de problématiques que ça. Là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a des problématiques dans ce couple, on voit bien qu'il y a des problématiques très importantes dans cette relation, des problématiques qui sont quand même difficiles à conceptualiser dans le cadre d'un couple absolument normal. Encore une fois, il faut vraiment s'interroger et réinterroger finalement le modèle en se disant quand même bien les choses, c'est qu'on ne peut pas être dans un couple et avoir des relations malsaines et toxiques comme ça avec un espèce de pervers narcissique qui est là en permanence, soit pour abaisser la personne, soit évidemment pour continuer à la manipuler comme il le fait avec Dumbledore depuis déjà plus de 40 ans, notamment depuis les événements de Godric Solo, avec la constitution du pacte de sang, etc. Là-dessus, ça semble assez clair et assez évident que effectivement, on est vraiment dans une dynamique de pervers narcissique et que Grindelwald est un personnage dont on sait être capable de manipuler évidemment tout ce qu'il peut.
Albus Dumbledore, lui, c'est un homme qui croit en la bonté finalement universelle, en l'amour universel, qui croit finalement dans toutes les belles choses de la vie, et évidemment il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde qu'Angela Grindelwald, qui lui est clairement habité par le mal, même s'il est encore dans une dimension tout à fait différente de ce qu'était par exemple celle de Lord Voldemort. Hein. Attention, on fait bien une distinction entre les deux, on n'est pas du tout dans la même logique, ni dans la même dimension. Le fait est que là encore une fois, on voulait quand même dans cette vidéo vous démontrer notre vision. Après on peut se tromper, mais on voulait vous démontrer notre vision sur le fait que cette relation n'avait absolument rien de saine et surtout n'était pas une relation entre guillemets trop mignonne et qu'il faut éviter de tomber entre guillemets dans cette espèce d'obsession autour de cette relation entre Dumbledore et Grindelwald en l'idéalisant parce que vous l'aurez compris au vu des éléments que nous vous avons apportés, c'est vraiment quelque chose de tout à fait différent. Bref, c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. On a essayé de faire une vidéo très longue parce qu'on voulait que nos propos soient bien compris et on voulait surtout pouvoir les gager en vous décryptant les scènes, la manière dont elles se sont produites, en revenant sur leur histoire, parce que tout ça finalement permettait quand même de lier beaucoup l'histoire et de finalement tisser un lien à la fois entre évidemment l'histoire d'Albus Dumbledore et celle de Gellert Grindelwald et également l'histoire des animaux fantastiques et ensuite donc de mêler évidemment leurs relations et de voir ce que tout cela fabriquait. Alors on ne sait pas évidemment comment leurs relations vont évoluer dans les animaux fantastiques 4 et 5. Ce qui est certain c'est qu'on se dirige vers une guerre qui va être longue, qui va être âpre. Hein. Rappelons que ce troisième volet se déroule en 1932, que le duel final aura lieu en 1945. Donc ça là-dessus on va voir évidemment comment tout cela va se passer. On y reviendra d'ailleurs dans une prochaine vidéo dans quelques temps, une fois que l'exploitation des Animaux Fantastiques 3 sera terminée, pour vous donner un peu nos théories sur la manière dont ça va se passer. Mais voilà, donc cette vidéo était très longue, on est vraiment désolé, on est aussi désolé pour toutes les explications médicales au niveau des rythmes cardiaques, mais on voulait bien expliquer les choses et tenter d'être le plus concret possible pour vous expliquer cette scène qu'on avait mal analysée nous-mêmes au premier, même au deuxième et au troisième visionnage, hein, et c'est au bout du quatrième qu'on a commencé à avoir quelques doutes. Le cinquième et le sixième sont venus finalement nous convaincre de ça, et puis en repassant la scène des dizaines et des dizaines de fois, on s'est rendu compte effectivement de cette erreur éventuelle ou alors de cette dimension-là qu'on avait mal perçue. Donc on espère quand même que ces explications auront été pour vous assez riches. Donc on se retrouve dès mercredi pour de nouvelles vidéos et de nouvelles informations sur tout ce qui concerne le monde magique et le Wizarding World. On essaiera peut-être de vous parler d'Hogwarts Legacy, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne et vous savez qu'on est vraiment en attente de ce deuxième vraiment très grand événement, même troisième grand événement de l'année 2022 autour de Harry Potter et du monde magique de J.K. Rowling. D'ici là, on vous souhaite à tous un très bon week-end. On espère que les vacances se terminent bien pour tout le monde, puisque malheureusement, a priori, lundi, tout le monde retourne en cours. Donc on souhaite à ceux qui retournent en cours et au travail beaucoup de chance. Pour notre part, on va prendre quelques petits jours pour se reposer, mais ne vous inquiétez pas, ça ne signifie pas l'interruption des vidéos. Bien au contraire, vous le savez, on ne prend jamais de pause et c'est toujours 2 vidéos par semaine. On arrive d'ailleurs bientôt à la 250e vidéo, ce qui est quand même pas mal. En moins de 2 ans d'existence, on est vraiment content. Et donc, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fait toujours plaisir de voir notre communauté grandir et encore grandir semaine après semaine. Vous êtes des centaines à nous rejoindre chaque mois. Et ça, là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas non plus de nous laisser un petit like parce que ça nous encourage toujours à continuer de produire nos contenus. Et on se retrouve évidemment dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, la manière vous dont vous percevez les choses, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant à débattre, parce que encore une fois, on peut souvent se faire avoir entre guillemets par des visions qui sont parfois un petit peu fantasmées. Donc c'est tout pour cette nouvelle information et on se retrouve donc très bientôt avec plein de bonnes choses qui vont se passer.